Accrochez-vous, on plonge tête première dans le tumulte de la politique française. La situation est explosive, un vote de défiance vient de faire tomber le gouvernement, vous imaginez quoi? Ah oui, c'est du jamais vu depuis 1962. Un véritable séisme politique. Le gouvernement de Michel Barnier s'est effondré après ce vote de défiance à l'Assemblée nationale. Pour nos auditeurs qui ne sont peut-être pas des experts en politique française, on peut décortiquer ce qu'implique un vote de défiance. En fait, dans un système parlementaire comme celui de la France, le gouvernement a besoin du soutien de la majorité de l'Assemblée pour rester au pouvoir. Un vote de défiance, c'est l'Assemblée qui dit « on n'a plus confiance en vous ». Et si le vote passe, eh bien, le gouvernement doit démissionner. Donc là, on parle d'un événement historique, pas juste une petite dispute entre politiciens. Exactement. Cela montre à quel point le paysage politique actuel est instable. Et au milieu de ce chaos, Macron s'adresse à la nation. Quel est le ton de son discours? Est-ce qu'il s'excuse ou est-ce qu'il contre-attaque? Il ne recule certainement pas. Dans son discours, il dénonce avec force ce qu'il appelle un front anti-républicain qui aurait orchestré ce vote de défiance. Front anti-républicain. Ça donne froid dans le dos. Est-ce qu'il nomme des responsables torts? Oui, il accuse directement le Rassemblement national, le parti d'extrême droite, de vouloir semer le désordre. Il pointe également du doigt le nouveau Front populaire, la coalition de gauche, les accusant de complicité dans ce jeu de pouvoir. Il n'y va pas par quatre chemins. Mais est-ce que ce n'est pas un peu un retour de bâton pour Macron lui-même? Après tout, c'est lui qui a dissous l'Assemblée nationale en juin, une décision controversée. C'est un point important. Macron reconnaît dans son discours que dissoudre l'Assemblée n'a pas été bien accueilli. On dirait qu'il réfléchit maintenant aux conséquences de cette décision. Et pourtant, malgré toute cette agitation et les appels à la démission, Macron affirme qu'il ne va nulle part. Il est déterminé à rester président jusqu'à la fin de son mandat. Tout à fait. Il insiste sur son engagement à remplir ses responsabilités et à assurer la stabilité du pays. Mais cela soulève une question importante pour nos auditeurs. La détermination de Macron est-elle un signe de force, de leadership en temps de crise, ou risque-t-elle d'exacerber les divisions et l'instabilité existante? Pas facile de trancher. Bon, le gouvernement est tombé, Macron reste en place. Que se passe-t-il ensuite? Est-ce que la France se retrouve en quelque sorte en apesanteur politique? Pas vraiment. Macron a annoncé qu'il nommerait un nouveau Premier ministre dans les prochains jours. Ce nouveau Premier ministre aura ensuite la tâche de former un gouvernement d'intérêt général. Plus facile à dire qu'à faire, vous en conviendrez. Avec un paysage politique aussi fragmenté, ça me semble aussi difficile que de faire tenir un château de cartes. Absolument. Construire une coalition capable d'obtenir une majorité à l'Assemblée nécessitera un savant dosage et probablement des concessions de la part de divers partis. Un défi colossal, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc un nouveau Premier ministre à l'horizon, qui devra assembler un gouvernement fonctionnel. Mais qu'en est-il des aspects plus concrets, plus immédiats? Un pays a toujours besoin d'un budget, même en pleine crise politique, non? Vous avez tout à fait raison. Macron a également abordé ce point, déclarant qu'il envisage de proposer une loi spéciale pour le budget afin de faire face à l'urgence financière créée par l'effondrement du gouvernement. Une loi spéciale. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela suggère que le budget sera traité de manière plus expéditive, en contournant probablement certaines des procédures parlementaires habituelles, afin de garantir le maintien des services publics et des dépenses essentielles. Ce qui nous amène à une autre question intéressante. Une telle mesure pourrait-elle avoir des conséquences imprévues sur l'économie française? Comment affectera-t-elle la perception qu'a le public de la capacité du gouvernement à gérer les finances pendant cette période du fiat? Et quel impact tout cela aura-t-il sur la vie quotidienne des Français? Ce sont là des questions cruciales auxquelles il reste à répondre. La France se trouve incontestablement en terrain inconnu sur le plan politique. Et avec tant d'enjeux, il est clair que le monde entier observe la situation de près. Sans aucun doute, ces événements ont des implications considérables, non seulement pour la France, mais aussi potentiellement pour l'Europe et la scène internationale. D'accord, on va prendre une petite pause, mais à notre retour, on explorera plus en profondeur les scénarios qui pourraient se dessiner à partir de maintenant. Restez avec nous. La situation actuelle en France, c'est un peu comme une cocotte minute. Difficile de prédire dans quelle direction ça va exploser. Alors, essayons de décortiquer ces explosions potentielles. Quels sont les scénarios les plus probables pour les semaines et les mois à venir? Le premier obstacle, c'est la nomination d'un nouveau Premier ministre et la formation d'un nouveau gouvernement. Macron a appelé à un gouvernement d'intérêt général, mais y parvenir dans un paysage politique aussi divisé, c'est une tâche herculéenne. Un peu comme essayer de rassembler des chats, comme on dit. Ah, la fameuse métaphore des chats. Mais sérieusement,
Qui sont les joueurs clés que Macron pourrait envisager pour le poste de Premier ministre? Et quels sont les avantages et les inconvénients de chaque info? Jouons un peu aux échecs politiques. Il est encore trop tôt pour le dire avec certitude, mais plusieurs noms circulent dans les médias. Une possibilité serait une figure technocratique, quelqu'un avec de l'expertise et de l'expérience, mais sans lien fort avec un parti en particulier. Cela pourrait apporter un sentiment de neutralité et de stabilité. Mais ça pourrait aussi être perçu comme antidémocratique par certains segments de la population. Donc pas vraiment un choix populaire, mais peut-être une solution de sécurité en temps de crise. Quelles sont les autres options sur la table? Une autre possibilité serait de tendre la main à l'opposition et d'essayer de former un gouvernement de coalition avec les partis de centre-droit ou de centre-gauche. Cela nécessiterait des compromis importants de la part de tous les camps, mais ça pourrait potentiellement créer une base de soutien plus large. Mais est-ce que ce ne serait pas difficile à faire accepter au parti de Macron, étant donné qu'il vient de blâmer les deux camps pour toute cette situation? Absolument. Cela exigerait beaucoup de manœuvres et de persuasion politique. Il ne faut pas oublier non plus que tout gouvernement de coalition serait intrinsèquement fragile, étant donné les profondes divisions qui existent au sein de l'Assemblée nationale. On dirait qu'il marche sur des œufs. Y a-t-il d'autres options, plus audacieuses peut-être avant? Il y a toujours la possibilité d'un gouvernement minoritaire, où le Premier ministre et son cabinet n'ont pas de majorité garantie à l'Assemblée. Ce serait une stratégie risquée car il faudrait négocier le soutien de chaque politique ou projet de loi individuellement. Mais ce pourrait être la seule option viable si une coalition plus large s'avère impossible. Marcher sur une corde raide, c'est le cas de le dire. Peu importe la voie choisie par Macron, il y aura des défis et des risques majeurs. On dirait que la situation est inextricable. C'est la nature même de la politique, surtout en temps de crise. Il n'y a pas de réponse facile ni de résultat garanti. Et en plus de toute cette jonglerie politique, Macron doit encore gérer les retombées de sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale en juin. Il a lui-même admis que cela s'était retourné contre lui. Oui, la dissolution de l'Assemblée était un pari qui n'a pas fonctionné comme Macron l'espérait. Cela a créé un sentiment d'instabilité et a conduit à la situation même qu'il essaie maintenant de gérer. Bon, on a parlé des scénarios possibles pour former un nouveau gouvernement, des conséquences des décisions passées. Mais qu'en est-il du tableau d'ensemble? Comment ce bouleversement politique pourrait-il affecter le rôle de la France sur la scène mondiale? C'est une question cruciale. La France est un acteur majeur de l'Union européenne et du monde. Et cette instabilité interne pourrait potentiellement affaiblir sa position et son influence. Cela pourrait également encourager d'autres pays à contester les positions de la France sur diverses questions. Par exemple, donnez-nous des exemples concrets. Prenons des domaines comme la politique étrangère, les négociations commerciales ou les initiatives en matière de changement climatique. Une France affaiblie ou distraite pourrait avoir plus de mal à affirmer son leadership ou à obtenir un consensus sur ces questions mondiales cruciales. Imaginez les conséquences pour les accords internationaux sur le climat si la France, un leader historique sur ce sujet, perdait de son influence. Et sur le plan interne, comment cette agitation pourrait-elle affecter l'économie et la société française dans leur ensemble? Les conséquences économiques sont une préoccupation majeure. L'incertitude créée par la crise politique pourrait entraîner une diminution des investissements, de la confiance des consommateurs et de la croissance économique. En gros, personne ne veut investir dans un pays qui semble au bord de l'implosion. Exactement. Et sur le plan sociétal, cette crise pourrait aggraver les divisions et la polarisation au sein de la société française. Il y a un risque d'augmentation des troubles sociaux et d'une baisse de la confiance dans les institutions démocratiques. Donc, que signifie tout cela pour l'avenir de la démocratie française? Est-ce juste un accident de parcours ou assistons-nous à un changement plus profond? C'est la question à 1 million d'euros, n'est-ce pas, nous? Il est encore trop tôt pour le dire avec certitude. Mais on peut au moins explorer quelques pistes. On en parlera dans notre dernière partie. On est de retour pour la dernière partie de notre analyse. Et on a décortiqué pas mal de choses. Ce vote de défiance surprise, la réaction de Macron, le casse-tête de former un nouveau gouvernement. Maintenant, regardons un peu plus loin. Quel impact, à long terme, cette crise pourrait avoir sur la démocratie française elle-même? Ce qui est intéressant, c'est que cette crise pourrait agir comme un catalyseur de changements à la fois positifs et négatifs. D'un côté, elle expose la fragilité du système actuel. Elle souligne la nécessité de réformes. Un peu comme une sonnette d'alarme. Oui, exactement. Cela pourrait conduire à un regain d'intérêt pour trouver des moyens de combler le fossé politique, promouvoir le dialogue, le compromis, et peut-être même explorer des modifications du système électoral lui-même.
pour mieux refléter la diversité des opinions. C'est une vision optimiste. Mais il y a aussi le revers de la médaille, non? Ah oui, bien sûr. Il y a un réel danger que cette crise érode la confiance du public dans les institutions et alimente la montée du populisme, de l'extrémisme. Si les gens ont l'impression que leur voix ne compte pas, que le système est truqué, ils pourraient se tourner vers des solutions plus radicales. C'est un peu le terreau fertile pour les discours populistes. Malheureusement, oui. Donc cette crise pourrait être un tournant positif, menant à des réformes significatives, à une démocratie plus solide, ou elle pourrait pousser la France plus loin sur la voie de la division, du désenchantement. C'est exactement ça. La France est à la croisée des chemins, et le chemin qu'elle choisira aura des conséquences durables pour les générations à venir. Quels seront, selon vous, les facteurs clés qui détermineront la voie que la France empruntera? Il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est le leadership. Macron, le nouveau gouvernement, seront-ils capables de se montrer à la hauteur, d'inspirer confiance, de proposer une vision claire de l'avenir? De rassurer, en quelque sorte, les aider? Exactement. Le deuxième facteur, c'est la volonté des partis politiques de dialoguer, de faire des compromis. Seront-ils capables de mettre de côté leurs intérêts partisans? C'est un défi de taille, mais essentiel. Et les Français eux-mêmes, quel est leur rôle dans tout ça? Les citoyens français ont un rôle vital à jouer. C'est eux de demander des comptes à leurs dirigeants, de participer au débat, de rejeter les discours extrêmes. Donc finalement, cette crise est un test, pas seulement pour Macron et la classe politique, mais pour la société française dans son ensemble. Oui, tout à fait. Un test de résilience, d'attachement aux valeurs démocratiques. On a commencé avec ce qui semblait être un simple drame politique, mais plus on creusait, plus on découvrait des couches de complexité. C'est ça qui est fascinant avec ce genre d'événement. On commence à voir les liens, les implications. Et dans ce cas, ces implications sont assez importantes, hein. L'avenir de la France, sa place dans le monde, l'avenir de sa démocratie, tout est en jeu. C'est un moment charnière de l'histoire française. Comme toujours, on encourage nos auditeurs à suivre cette histoire de près, à faire leurs propres recherches, se forger leur propre opinion. La situation est fluide, les enjeux sont élevés, l'issue est incertaine. Mais une chose est sûre, la France est à la croisée des chemins. Merci de nous avoir rejoints pour cette plongée. Merci à vous.